21e victoire sur le Tour de France pour Tadej Pogačar. Une deuxième consécutive. Hier, il s'est imposé dans la montée d'Hautacam. Aujourd'hui, il s'impose sur ce chrono qui termine à l'héliport de Peyragudes. De l'avance sur Jonas Vingegaard, mais pas tant finalement. Mes rois de la pédale, merci d'être venu me rejoindre. On attend Florian Pigeon qui va nous rejoindre également dans quelques secondes. Steve, il a été plus fort. On l'avait, voilà, c'est ce que j'allais dire, normal. En tout cas, on l'avait prédit. Mais finalement, ça va, l'écart n'est pas si sévère. Ça aurait pu être pire, on va dire. Oui, alors évidemment que par rapport à ce que l'on a vu hier, et c'est vrai par rapport à la distance, si on faisait un calcul mathématique, mais ça tombe très bien dans le vélo, il n'y a pas que des mathématiques, et tant mieux d'ailleurs. Oui, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait entre 45 secondes et 1 minute 15 d'écart entre Pogačar et Vingegaard. Voilà, finalement, il y a moins, mais l'essentiel est là, je pense, pour le maillot jaune. C'était encore une fois de confirmer sa montée d'Hautacam hier. C'était de repousser encore son adversaire principal, Jonas Vingegaard. Et puis derrière, comme prévu, il y a aussi du chamboulement avec un Remco Evenepoel qui a bien dégoupillé. La doublette, Lipovic-Roglic qui va très bien. Notre Français, Kevin Vauquelin, qui a fait un chrono un petit peu moins bien que ce que l'on pouvait attendre. Voilà, les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour tout le monde, sauf pour Pogačar et Vingegaard. Donc chapeau à eux, mais ouais, quelle montée encore une fois de Pogačar avec le maillot jaune qui remporte sa 4e étape, je crois, depuis le début du Tour, non? Oui. Enfin, depuis, ouais, 4e en 14 étapes. Ça va? 1 sur 3. Ouais, c'est une bonne petite. La moyenne est bonne. On rappelle quand même, Jackie, que il a chuté avant-hier. Hier, il gagne. Aujourd'hui, il gagne. On était en train de se dire, Steve nous disait tout à l'heure, c'est peut-être aujourd'hui le petit coup de moins bien, les courbatures, le truc, les bleus, le machin. Non, en fait. Ah si, ça va pas. Il n'a pas réussi à mettre 1 minute à Vingegaard. C'est vrai, c'est décevant. Non, mais c'est vrai qu'on me disait, on fait des maths. Hier, sur 15 bornes, il met 2 minutes à Vingegaard. Aujourd'hui, on va dire qu'il y avait moitié moins, 7,5 km d'ascension. Donc, on s'est dit, ça va être 1 minute. Mais bon, l'essentiel est là. Non, il continue à dominer ce Tour de France, de la tête et des épaules, plus de 4 minutes d'avance au général. Ça permet d'avancer encore plus sereinement pour l'équipe UAE avant la grosse étape de demain. On n'a plus de superlatifs, Florian. On ne cesse de dire, là, ça semble presque surhumain parfois. Ah c'est difficile, oui, effectivement, de le qualifier avec beaucoup de précision. Il tombe. Derrière 2 étapes, il gagne les 2. En faisant des écarts monstrueux, parce que là, il y a un écart monstrueux. Bon, sur Vingegaard, il a limité la casse, le Danois, mais sur le reste de la concurrence, il a encore écrasé tout le monde. 4 minutes d'avance sur son dauphin au classement général. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, et il n'y a vraiment rien à faire jusqu'au bout, Steve, sauf s'il y a l'accident? Sauf s'il a un jour moins bien, et sauf si, effectivement... ça suffirait? Ah oui. Ah oui. Un jour, vous pouvez perdre 20 minutes. Demandez à Benili, depuis le début du Tour, comment il marchait. Benili, il n'y a pas eu un jour du Tour où on a dit Benili, il n'est pas bien. Et l'étape de hier, il a découpé avant-hier 15 minutes. Non, c'est hier à Hautacam, 15 minutes. Ça peut arriver à tout le monde. Alors oui, tous les signaux, tous les voyants sont au vert pour Pogačar. Ça, c'est indéniable. Mais il reste, je pense, encore demain 3 étapes alpestres où il peut y avoir des trucs de fou. L'étape de Carcassonne, Montpellier, Valence où il peut y avoir un vent de dingue. Oui, 4 minutes, c'est super de les avoir. Il vaut mieux les avoir avec soi. Mais c'est vrai que tu comparais par rapport à Benili, mais sans comparer par rapport à Benili, on va rappeler quand même le passé de Pogačar sur les routes du Tour. À la Lose, je ne sais plus combien il perd, mais 6 ou 7 minutes. Dans le Granon, il perd 4 minutes sur une étape, alors que personne ne s'y attendait. Alors, on a du mal à croire, j'avoue. Nous aussi. On a du mal. Mais comme on le disait pendant les commentaires, la Visma a du mal à y croire, mais ils vont continuer à mettre sous pression Pogačar en attendant éventuellement ce jour sans de Tadej, qui ne vient pas, mais c'est déjà arrivé. Et comme on dit en France, jamais 203. Il a eu 2 grands coups de bambou sur les routes du Tour. Pourquoi pas une 3e? Alors ce sera peut-être pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Mais les équipes vont encore lui mettre la pression. Florian, on se fait un point justement sur le classement général. Vous en parlez, il a toujours une belle avance, Tadej Pogačar. Du coup, il a accru, Tadej Pogačar a accru son avance effectivement sur Jonas Vingegaard. On le voit, plus de 4 minutes. Et après, faut sortir les jumelles. Evenepoel 7,24, Lipovic 7,30. D'ailleurs, il y a un beau match là pour le maillot blanc et pour le podium entre les coureurs les plus jeunes avec Oscar Onley, Kevin Vauquelin qui perd
un rang pour 4 petites secondes face à l'Écossais Oscar Onley. Et puis après, bien dans le top 10, on retrouve toujours Matteo Jorgensen, Félix Gall, Johan Essen. Mais Matteo Jorgensen, maintenant, c'est plus du tout un danger pour Jonas Vingegaard. Il est à 14 minutes. Donc, quand bien même on voudrait utiliser la supériorité numérique, on peut le laisser partir sans problème, Matteo Jorgensen. Dadou, qui est avec nous, pourquoi Vingegaard a un gros casque? Ben oui, pour amortir les coups de Poggi peut-être. On parle de casque, mais on parle aussi de vélo. Tadej Pogacar qui était donc avec son vélo de route, Steve. Derrière, on a des vélos de chrono, pour ceux qui sont juste derrière lui. Ça aurait changé quelque chose aujourd'hui? Rien du tout. Chaque coureur a une préférence et d'ailleurs il l'a bien dit, si vous n'êtes pas capable de pousser sur votre vélo de contre-la-montre, il vaut mieux prendre un vélo un petit peu plus confortable pour pouvoir pousser. Alors c'est vrai qu'en termes d'aéro, en termes de positionnement sur le vélo, lorsque vous êtes un spécialiste du chrono comme l'est Remco Evenepoel ou comme l'est Primož Roglič, vous n'hésitez pas longtemps, vous êtes friand, vous adorez être sur votre vélo de contre-la-montre. Mais Pogacar, lui, le sait et d'ailleurs, encore une fois, dans son interview, il est loin d'être con. Hein. Il avait bien capté que pour lui, en tout cas, c'était le vélo de route qui était le plus intéressant. Et d'ailleurs, on lui a fait un vélo sans peinture, avec un vélo qui était à la limite, à 6,89 kg. Donc voilà, ça fait 6 mois qu'il le sait. Et lui, sur ce contre-la-montre, il fallait un vélo traditionnel. Je pense que beaucoup de coureurs se posaient la question ce matin, mais tous les coureurs qui ont pris le parti de partir avec le vélo de contre-la-montre, c'est des coureurs qui savaient qu'ils allaient être meilleurs avec le vélo de contre-la-montre. Et personne ne va vous dire ce soir, j'ai fait une connerie, parce que c'est des coureurs qui se sentent mieux sur leur vélo. Jonas Vingegaard avait donc un vélo de chrono. Lui, il termine deuxième. Une des images de ce contre-la-montre, c'est lorsque Jonas Vingegaard passe Remco Evenepoel pour aller le doubler et passer la ligne. Ça souligne aussi la belle perf de Vingegaard et malheureusement la contre-perf de Remco Evenepoel. Messieurs, on va parler des deux. Jackie, Jonas a été très bon. Oui, je pense que ce matin, du moins tout à l'heure, lorsque Jonas Vingegaard s'était lancé 2 minutes derrière Remco Evenepoel, il ne s'attendait pas à le voir même en point de mire. Je pense qu'il pensait rivaliser même pour la deuxième place de l'étape avec Remco Evenepoel. Il a peut-être même gagné quelques secondes, mais quelle surprise. Alors Vingegaard fait un superbe temps. Il perd qu'une trentaine de secondes sur Pogacar. Mais oui, la grosse déception du jour, c'est bien sûr Remco Evenepoel. Il est sur son terrain, c'est un contre-la-montre. En plus, il grimpe bien. Moi, je pensais intérieurement qu'il était peut-être le seul à pouvoir titiller le temps de Pogacar aujourd'hui. Il perd 2,35 sur Pogacar sur 10 bornes. C'est juste énorme. Il n'est même pas dans le top 10. Remco Evenepoel, il est battu par Kevin Vauquelin aussi. C'est déjà hier, on a eu les prémices d'un manque de jambes. Là, c'est la confirmation. Alors, est-ce que c'est un problème lié à sa préparation? On sait qu'elle a été perturbée cet hiver. Il a été longuement blessé. Il est revenu que très tardivement. Néanmoins, c'est pas le Remco Evenepoel du dernier Tour de France et c'est pas un Remco Evenepoel qui donne des garanties nécessaires pour être sur le podium. Avant le Tour, on pensait que c'était le 3e homme qu'il allait être sur le podium en grandissime favori. Là, clairement, il a rétrogradé dans la hiérarchie, même s'il conserve son maillot blanc. Il a déraillé aussi, Steve? Ouais, mais ça change pas grand-chose. Voilà, il était sur le gros plateau, il a mis le petit, il a perdu 1,5 secondes. Mais non, de toute façon, à part le premier intermédiaire où c'est là. Et on voit, il insiste, il voit que qu'il s'énerve un peu, ça va remettre le petit plateau. Mais mis à part les 4 premiers kilomètres où on l'a senti déterminé, à allumer du verre, à battre le temps de Matteo Jorgensen et même nous à dire en 5,33 ou 6,33 énorme. Derrière, là c'est un Remco qui est en souffrance totale, qui a zéro force, qui est livide. Il suffit de regarder son visage. Il y a le visage de la souffrance et il y a le visage du mec qui est à moitié malade. Donc regardez, il a un vélo de chrono et il est jamais en position. Il est quasiment jamais en position de chrono. Là, il se remet. C'est ce qui nous avait choqué au pied de l'ascension. Oui, Steve le disait, départ canon, rapide, tout va bien. Et puis sur les premiers kilomètres de l'ascension, on le voit, les mains en bas, pas du tout en position aérodynamique. Ça sert à rien de prendre un vélo de chrono si vous mettez pas les mains sur les prolongateurs. Donc on a compris rapidement, après 1 ou 2 kilomètres d'ascension, que Remco n'était pas dans un grand jour. Alors ça a déraillé au sens propre, mais également au sens figuré quand un space, parce que je pense que ce matin, il disait, moi je peux jouer avec Pogacar. Hein. Et là, il a vu les jambes qui allaient pas, dans la tête, ça a lâché. Avec ses jambes d'hier, il pensait ça ce matin? Mais bien sûr. Oui. Parce que hier... On risque de le voir arrêter, Remco, ce tour? C'est du Remco. Alors, il est capable demain de nous en mettre de partout, d'attaquer dans le Tourmalet
et de finir, de On le voit en reprendre du galère là, temps. on voit sa tête. On peut aussi le voir être le premier lâché dans le Tourmalet, rentrer à la maison. C'est du Evenepoel. On aime bien ou pas? Ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, c'est un coureur qui a beaucoup de caractère. Oui. Moi, je l'ai jamais côtoyé. Mais forcément, on est obligé d'être déçu pour lui parce que c'est vrai que depuis le début de saison, on annonce un Remco qui revient bien après sa grave blessure de cet hiver, qui bat Wout van Aert sur la Brabançonne, qui fait des courses de préparation pour arriver en forme pour ce tour parce que c'était lui le 3e homme sur le papier. Mais j'ai presque envie de dire, voilà, là, ça va être compliqué pour lui de jouer le podium parce que les signaux, ils sont pas verts du tout chez lui. Alors que du côté de Lipovitz, du côté d'Onley, du côté de Johannessen, ils sont 5 ou 6. À eux, avoir les crocs, contrairement à Remco qui, lui, vient de prendre un coup de massue. Donc, dur pour le Belge. Pour en revenir, pardon, Flo, à Jonas Vingegaard, est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, il rassure? C'est-à-dire, est-ce on peut encore se dire, on a un vrai duel potentiel? Pour moi, il n'y a plus de duel. Il n'y a jamais eu de duel, même avant le départ du Tour. On a vendu le duel forcément parce que il faut qu'il y ait une adversité dans le sport. Mais là, on voit que Pogačar est largement au-dessus. Après, oui, il doit rassurer son équipe parce qu'on va continuer, comme l'ont dit Steve et Jackie, d'harceler pour essayer de faire vaciller Tadej Pogačar. Alors, dans ce sens-là, il va rassurer son équipe parce qu'il a été moins, j'allais dire moins catastrophique, mais moins battu qu'hier par Tadej Pogačar. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a un petit peu de mieux du côté de Vingegaard. Jackie, vous êtes d'accord? Oui, non. Je pense qu'on est... Alors oui, on est battu largement par Pogačar. Je pense que chez Visma, on va faire les comptes et on se dit non, ça va pas mal. Ne serait-ce que, comme on l'a dit, rattraper Remco Evenepoel parti 2 minutes avant. Voilà, il a repoussé les autres candidats au podium. Il les a repoussés assez loin, même si Roglic, Lipovitz, le duo de la Red Bull a fait un super chrono. Ils sont derrière, les Hindley, les Vauquelin sont derrière. Ça reste un très bon chrono, donc on va repartir à la guerre demain chez Visma. Justement, vous parlez des deux Red Bull, Bora, Primož Roglic et Florian Lipovitz. Ils ont été très costauds, tous les deux, sur ce chrono. Ça aussi, c'était sans surprise, Steve? Ouais, après, ils nous ont pas non plus donné des garanties de dingue par rapport aux 13 premiers jours. On a Florian Lipovitz qui a perdu un petit peu de temps, tout comme Primož Roglic dans la première semaine. Et puis hier, sur cette étape d'Otakam, j'avais l'impression que Lipovitz était quand même un cran au-dessus le Slovène. Mais sur un effort de 25 minutes, Roglic nous a montré que c'était un homme de chrono. On rappelle qu'il a été champion olympique, c'est pas n'importe qui. Il a gagné le Giro, la Vuelta. Oui, de les voir à pareille fête... c'est bien. Eux, ça va leur mettre confiance pour demain. Et puis, ils sont 2. Donc, à 2, c'est toujours sympa pour pouvoir jouer quelques coups. Mais non, ils sont, finalement, j'ai envie de dire, ils sont là à leur niveau. Voilà. Bon, il y avait Remco qui devait être, on va dire, il y a pas de hiérarchie, mais il y a toujours un classement. C'est Pogačar, Vingegaard, Remco, et puis c'était Roglic, Lipovitz, voilà, en 4 et 5 avec éventuellement Oscar Onley. Et Basta et Félix Gall, voilà. Johannessen, on ne l'attendait pas aussi bon. Et puis voilà, mais oui, ils sont à leur place.